La cathédrale Saint-Étienne de Metz. Si vous êtes lorrain, il y a de fortes chances pour que vous en ayez déjà entendu parler ou même que vous la connaissiez. Et pour cause, c'est une cathédrale unique dans son genre. Oui, unique, je pèse mes mots. Déjà, rien que par sa conception. À l'origine, il y avait deux églises. Tout d'abord, la cathédrale romane, gigantesque, lourde et très ramassée sur elle-même, romane quoi, et devant cet édifice écrasant, Notre-Dame de la Ronde. À la fin du XIIIe siècle, l'évêque de Metz, Conrad de Scharfenberg, veut la construction d'une nouvelle cathédrale. La ville est une riche cité marchande et le diocèse est riche, alors une cathédrale toute neuve, c'est un luxe que la ville peut se payer. Et au XIVe siècle, un architecte va avoir la lourde tâche de réunir les constructions en une seule cathédrale. Un véritable casse-tête pour l'architecte, il s'appelle Pierre Perrat, et dès la conception des plans, il galère, on va le voir dans quelques minutes. Au fur et à mesure des siècles, la cathédrale commence donc à s'élever en plein cœur de la ville. La construction principale s'étale jusqu'au XVIe siècle, 300 ans donc pour la construire, et ça ne s'arrête pas là. Jusqu'au XXe siècle. Elle va continuer d'être transformée, sublimée même par des architectes qui ont ainsi marqué de leur empreinte la ville de Metz et par la même occasion l'histoire de l'architecture. Le mariage des deux édifices, Notre-Dame de la Ronde et la cathédrale romane, va donner un résultat aux dimensions qui donne le vertige. La nef fait près de 123 mètres de long, l'une des plus longues de France, et s'élève à quelques 41 mètres. Et c'est pas tout, l'édifice est pourvu de deux tours. La tour sud, ou tour de la Mute, qui culmine à 88 mètres de haut, et la tour nord, inachevée, qui ne verra jamais la construction de sa flèche. C'est un ensemble architectural unique, aussi par les différents composants qui la dessinent. Des arcs-boutants inclinés très courts, un triforium à guirlande de pierre qui fait tout le tour de la construction, un chœur assez court, la tour de l'horloge, la tour Charlemagne, des pinacles emblématiques du style gothique, de nombreuses statues, un portail hallucinant avec de nombreux détails, et des vitraux renversants comme la rose vertigineuse de Münster, la verrière du transept nord, mais aussi des vitraux du XXe siècle, de Marc Chagall par exemple. La cathédrale Saint-Étienne de Metz est la cathédrale gothique la plus vitrée au monde, quand je te disais qu'elle était unique. Une véritable œuvre d'art sculptée et colorée, faite de pierre de Jaumont, et même de métal, avec le remplacement du toit d'origine au XIXe siècle après l'incendie de 1877. Et comme toute œuvre d'art qui se respecte, différentes légendes et anecdotes sont rattachées de près ou de loin à cet édifice et à son univers. Grand 1, Pierre Perrat, l'architecte maudit. Un titre qui en jette. Pierre Perrat, c'est un homme qui a bien connu les cathédrales. Architecte de renom, il a bossé pour les cathédrales de Toul et de Verdun, mais en s'attaquant au plan de la cathédrale de Metz, il galère. Réunir deux églises très différentes en une seule n'est pas une mince affaire, et pendant des jours, il planche sur ses feuilles, il calcule, il tire des traits, il essaye, il tente, mais à chaque fois ça ne va pas, il jette l'éponge et il recommence. À tel point qu'un jour, il est à deux doigts d'abandonner. Mais nous sommes au XIVe siècle et heureusement, à cette époque, quand on n'y parvient pas, on peut faire appel à la pire des créatures, le diable. Pierre Perrat fait un pacte avec le démon. S'il l'aide à dessiner les plans de ce projet complètement dément, il jure de lui vouer son âme après sa mort. Et ça marche. Avec l'aide du diable, il parvient à dessiner les plans et les détails du projet architectural, notamment celui des voûtes, qui était une galère toute particulière. Soulagement intense pour Pierre Perrat, il est enfin parvenu au bout de ses plans. Seul hic, maintenant que c'est fait, il se prépare psychologiquement à s'offrir au diable une fois sa mort arrivée. Ça l'angoisse. Sur son lit de mort, il avoue aux chanoines de la cathédrale de Metz cette promesse qu'il a faite au diable, ce pacte. Peu de temps après, il meurt à 60 ans en l'an 1400. Les chanoines, ennuyés à l'idée que ce génie pourrait rejoindre le démon, décident alors non pas de l'enterrer, mais de l'emmurer à l'intérieur de la cathédrale encore en construction. Ainsi protégé par l'enceinte sacrée de l'édifice, le diable ne parviendra donc jamais à récupérer l'âme de feu l'architecte. D'ailleurs, si vous vous êtes déjà promené aux abords de la cathédrale Saint-Étienne, vous vous êtes sans doute déjà rendu compte qu'il y a toujours des courants d'air, parfois même désagréables. On raconte que ce courant d'air, c'est en fait le diable qui rôde à la recherche de l'âme qui lui était due, celle de Pierre Perrat.
Grand 2, le chant grégorien est né à Metz. Cette fois, ce n'est pas vraiment une légende, mais plutôt un fait, beaucoup trop ignoré. Vous connaissez les chants grégoriens, mais si, ces chants liturgiques en latin qu'on entend souvent dans les églises ou dans les cathédrales, un genre qui a fait le tour du monde depuis le 8e siècle. Eh bien, ce style est né à Metz, et à l'origine il s'appelait même le chant messin. Tout commence à l'époque où Metz était encore la capitale de l'Austrasie, un royaume franc du 6e au 8e siècle, et le chancelier du roi Charles Martel s'appelle Chrodegang. Et ça s'écrit Chrodegang. Il deviendra évêque de Metz. Il est aussi connu pour avoir fait ramener les reliques de Saint-Nabor à Saint-Avold et celles de Saint-Gorgon à Metz. Bref, il est évêque de Metz. Une charge qui l'encourage à inviter le pape Étienne II à visiter la ville. Le pape Étienne II accepte et débarque quelques semaines plus tard avec toute sa cour, et à l'époque ça faisait du monde. Il arrive notamment avec ses chantres qui pratiquaient le chant romain. Et le soir, devant tout le monde, ces chantres se mettent à faire ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire ils chantent. Et en découvrant ces chants, les Francs d'Austrasie vont adorer au point qu'ils vont imiter ces chants, ou plutôt les adapter en ce qu'on va appeler le chant messin, un style que Chrodegang va ensuite promouvoir partout où il le peut. Ce chant messin va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le chant grégorien. Alors je sais, cette histoire se passe avant la construction de la cathédrale Saint-Étienne, mais elle se passe à Metz et reste dans le domaine religieux. Il faut donc la raconter et il faut la connaître. Grand 3, la cloche dite de Mademoiselle de Turmel. Au 19e siècle, la cathédrale va subir de nombreuses transformations, des ajouts auxquels elle est habituée, cette cathédrale, puisqu'au 18e siècle déjà, le grand architecte Jacques-François Blondel a transformé cette cathédrale en y ajoutant des galeries néoclassiques et un immense portail du même style afin d'harmoniser cette construction gothique du Moyen-Âge avec la nouvelle place royale en construction, la place d'Armes. Bref. Toujours est-il que quand Metz devient allemande après la défaite de 1870 et que 7 ans plus tard, après un feu d'artifice qui déclenchera un énorme incendie, Saint-Étienne va encore être transformé jusque dans sa charpente. Le portail néoclassique créé par Blondel sera remplacé par un nouveau portail dessiné par Turnoff, un magnifique portail néogothique aux détails incroyables. Dans la tour de Mute, qui mesure presque 100 mètres de haut, 88 mètres exactement, il y a une cloche, comme dans toutes les cathédrales, sauf qu'elle pèse 11 tonnes et que quand elle retentit, elle risque de faire s'écrouler le clocher, ce qui serait quand même dommage, alors elle ne sonne quasiment jamais, en tout cas elle n'a plus sonné depuis 1918. Au 19e siècle, on ajoute donc aussi une autre cloche, plus petite, elle pèse 50 kg et chante un joli petit sol dièse. Cette cloche est appelée la cloche de Mademoiselle de Turmel. Alors pourquoi ce petit nom tout mignon? Deux légendes très différentes entourent l'appellation de cette cloche. Première légende, à la fin du 19e siècle, le maire de Metz s'appelle Joseph de Turmel. Et sa fille, la belle Mademoiselle de Turmel, est folle amoureuse d'un beau jeune homme, beau comme un dieu il paraît, et il s'appelle Jean Regnault, cet homme. Un soir, alors que cette jeune Mademoiselle de Turmel l'attend près de la fenêtre, impatiente de pouvoir le serrer dans ses bras, elle entend un cri déchirant, un cri terrible. Son amoureux, Jean Regnault, vient d'être tué par 4 brigands qui jettent son corps dans la Seille. Inconsolable, Mademoiselle de Turmel veut que tout le monde sache combien il est dangereux de se promener dans la rue après 22 heures, alors elle offre à la cathédrale, donc à la ville, cette petite cloche dans laquelle elle aurait même jeté son alliance au moment où elle a été fondue. Depuis, la cloche sonne chaque soir à 21h54, laissant ainsi 6 minutes aux gens pour rentrer et ainsi éviter d'être victime des brigands. Terriblement mignonne cette histoire. Mais il y a une deuxième légende. Et vous allez voir, elle est un peu moins mignonne. Cette fois, Mademoiselle de Turmel, toujours la fille du maire, est très attachée à ses nombreux bijoux. On change déjà de registre. Un jour, dans sa chambre, elle remarque que certains d'entre eux ont disparu, ce qui ne lui plaît, mais alors pas du tout. Sans réfléchir très longtemps, elle accuse sa femme de chambre, qui, après tout, est la seule à se rendre dans sa chambre, mise à part elle-même. La femme de chambre se défend et clame son innocence, peu importe. Mademoiselle de Turmel la fait condamner à mort en 2 temps 3 mouvements, et voilà que la pauvre femme de chambre termine sa courte vie au bout d'une corde. Sauf que,
Quelques jours plus tard, cette même demoiselle de Turmel croise dans la rue une pie qui porte autour du cou l'un de ses colliers. Horreur! Mademoiselle de Turmel se rend ainsi compte que sa femme de chambre était innocente et que le voleur était un oiseau. Normal. Mais oui, sauf que cette femme de chambre, elle est déjà morte, la pauvre. Alors, pour que la pauvre victime entende le pardon de la jeune demoiselle de Turmel, elle offre cette cloche pour qu'elle retentisse jusqu'au ciel et ainsi donc que la femme de chambre morte l'entende. Entre nous, cette méprise méritait une cloche un peu plus grosse que 50 kilos. Grand 4, l'évêque et le poisson. Alors je sais, quand on voit ce titre, on se dit « ça y est, nous voilà dans une fable de La Fontaine mélangée à une œuvre de Dan Brown ». Pas vraiment. Dans la première moitié du 7e siècle, à Metz s'établissait l'évêque Arnoul. Et cet homme a un pédigré long comme le bras. Fondateur de la dynastie des Arnulfiens, haut dignitaire du royaume d'Austrasie, ancêtre de la dynastie des Carolingiens, puisque trisaïeul de Charlemagne, et donc 29e évêque de Metz. T'as vu le curriculum? Ça pèse, hein. Cet homme est aussi doté d'un fort caractère prompt à diriger les hommes. Il a aussi un petit esprit de provocation, cet évêque. Et un jour, comme pour mettre sa foi à l'épreuve, il se promène au bord de la Moselle et il décide, un peu comme ça, de retirer son anneau épiscopal et de le jeter dans l'eau en disant « Mon Dieu, je suis un pécheur, si tu me pardonnes mes péchés, envoie-moi un signe. » Quelques semaines plus tard, alors qu'il est à table, on lui apporte son repas, du poisson, et vous me voyez venir, un beau poisson pêché dans la Moselle, et à peine commence-t-il à manger qu'il découvre à l'intérieur de ce poisson, devinez, son anneau épiscopal. Si ça, c'est pas un signe, Dieu lui pardonne donc ses péchés. Plus tard, saint Arnoul finira sa vie seul, en ermite, près de Remiremont, en l'an 641. Là encore, cette légende ne se rattache pas directement à la cathédrale Saint-Étienne, puisque ses travaux débuteront que près de 5 siècles plus tard, mais elle est directement rattachée au folklore messin et à son histoire religieuse. Et là tu vas me dire, mais attends, il en manque une, celle du Graouli, et je te dirai, mais oui, elle n'est pas dans cette vidéo parce que je lui ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines en collaboration étroite avec le musée de la Cour d'Or de Metz Métropole et notamment avec son directeur Philippe Brunella, que je remercie d'ailleurs chaleureusement. Bref, conclusion. Des légendes et des anecdotes, il y en a beaucoup qui se rattachent de près ou de loin à la cathédrale Saint-Étienne. Certaines se déroulent avant sa construction, d'autres pendant et d'autres après. Mais une chose est sûre, toutes ces légendes prouvent à quel point la ville est riche de son histoire. La cathédrale Saint-Étienne fête ses 800 ans. Depuis 8 siècles, elle fait partie intégrante de l'identité du centre-ville et plus récemment, elle s'est même également immiscée dans la vie culturelle de la cité. Le festival Constellation, immense succès populaire, en est une preuve parmi tant d'autres. L'incendie en avril 2019 de Notre-Dame de Paris nous a enseigné que ce patrimoine que nous considérons parfois comme acquis, éternel, dépend avant tout de nous. Parce que notre mission est aussi de léguer cet héritage aux prochaines générations. Et pour ne pas oublier notre patrimoine, avant tout, il faut le connaître. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous connaissez la musique, si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir les prochaines vidéos. Allez, à bientôt, ciao!